21h heure de Kinshasa, une heure de plus dans la partie orientale de la RDC. Évidemment, mesdames, messieurs, vous faites bien de vous connecter à l'antenne de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. C'est l'heure de votre débat républicain, le débat contradictoire. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et aujourd'hui encore, nous allons repartir sur cette grande actualité qui continue de défrayer la chronique dans notre pays, les élections de décembre 2023. Est-ce que la Commission électorale nationale a-t-elle réussi à relever le défi? Et pour répondre à cette question, nous avons pris, comme d'habitude, cette belle brochette de ces jeunes conscients de leur impact sur la sphère politique de notre pays. Je vais commencer par accueillir en premier lieu celui qui va encore aujourd'hui prendre son baptême de feu. Eh bien, il a été activement engagé à ce processus électoral en tant que candidat député national pour la circonscription électorale de la Tchangou. Avec nous, Héritienne Ntemo Mvemba, pour le compte du parti Alternative Citoyenne de Floribert Anzoloni. Bonsoir et bienvenue, Héritienne Ntemo. Bonsoir, monsieur Jade. Merci d'être de nôtre et d'accepter cette invitation ce soir. Le plaisir est pour moi. Très bien. Et de l'autre côté de la table, nous allons prendre pour la deuxième fois qu'il soit de nôtre dans ce programme débat contradictoire, Elie Mondonga, journaliste et analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir monsieur Jade, bonsoir à tous les téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. Des mieux en mieux habillés. Hein. J'ai mis la cravate. Très belle cravate autour de ton cou. On a remarqué que la précédente fois, il n'y avait pas de cravate. Mais bon, c'est pour le bonheur des yeux de ceux qui nous regardent. Je promets que je prendrai l'habitude. Merci. Merci à vous deux d'être de la partie. On va rappeler la grande thématique qui va nous unir ce soir. Élection de décembre 2023. La Commission électorale nationale a-t-elle relevé le défi? Une première question d'abord à toi, Elie Mondonga. On sait que tu as été largement favorable à cette tenue de ces élections. On l'a vu sur tes différents portails numériques, sur les réseaux sociaux. Quels étaient les défis majeurs auxquels était confrontée la Commission électorale nationale indépendante quant à ces élections, d'emblée de manière générale? Oui, merci beaucoup. La question elle est pertinente. Je crois que quand on a publié les calendriers électoraux, à la dernière ou aux dernières pages, la CENI avait également publié les défis à relever. Et les défis les plus majeurs pour moi, c'était les défis de la sécurité, qui a été relevé quasiment pas, parce que vous savez qu'on est parti aux élections sans des zones occupées aujourd'hui. Voilà, on n'est pas trop revenu. Effectivement, on n'est pas trop revenu là-dessus, mais je pense que le gouvernement a échoué sur cette question-là, parce qu'il faut dissocier, dans l'organisation des élections, il faut dissocier la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de la commission électorale. Effectivement, les défis que la CENI a appelés, j'ai oublié les termes techniques utilisés, il y avait notamment la sécurité, il y a eu les défis du financement qui sont tardivement arrivés, mais c'est arrivé. Mais les grands défis que la CENI, en tant qu'organe technique, a relevés, c'est d'avoir permis aux Congolais de voter, quoique ça s'est fait en 2 jours, mais de voter tous, quasiment tous. Parce qu'il y a eu tellement de contraintes, au point qu'à une semaine du 20 décembre, on ne savait toujours pas s'il y aurait élection. On n'avait toujours pas déployé tous les matériels. On n'avait toujours pas avec cette demande d'appui logistique, on en a même parlé. Effectivement, vous avez vu la lettre du président de la CENI. Il a fallu que la MONUSCO vienne aux rescousse tardivement, l'Égypte qui prête des avions et compagnie. Donc moi, je pense que la CENI, quand on met ensemble, côte à côte, le retard de l'installation du bureau, les retards, plus de 28 mois. Effectivement. On a parlé de plus de 28 mois. Effectivement, les décaissements et tout ça. Je crois que cette équipe de la CENI mérite à ce qu'on lui jette des fleurs, parce que elle a accompli un miracle dans un temps. Quand tu parles de ce retard, tu parles du contexte sécuritaire, tu as parlé aussi du côté finance, le financement et tout ça. Tu es en train de chercher des justifications pour embellir la tenue de ces élections, l'organisation de ces élections. Pas du tout, pas du tout. Je ne cherche pas de justification. Ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on établit un constat. Et on ne peut pas établir un constat en sautant les réalités, les faits avérés. C'est un fait que les décaissements financiers est arrivé en retard. C'était fait. Le président de la CENI a fait beaucoup d'émissions pour le dire. Aucun membre de gouvernement n'a été le contredire. C'est un fait que le déploiement s'est passé en retard. C'est un fait. On a vu la lettre du président de la CENI. Donc on ne peut pas poser un jugement ou apprécier les élections
en enlevant ces faits-là dans l'organisation. Parce que qu'est-ce que c'est un planning? Un planning, c'est je vais faire ça, 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 à condition que, quand les conditions ne sont pas complètement réunies, l'exécution devient problématique. Mais ce que moi j'ai aimé dans l'équipe de la CENI, c'est cette capacité d'adaptabilité qu'ils ont eue, quoique les choses sont arrivées en retard, mais aujourd'hui, au bout de 2 jours, il y a quasiment tous les Congolais qui ont voté, il y a les rapports de la SENCO qui viennent tomber, disons que voilà, plus de 80% des gens électeurs se sont rendus dans les urnes. Hier, le deuxième vice-président de la CENI a donné un rapport détaillé des déploiements de matériel, et aujourd'hui on est quasiment sûr que tous les enrôlés ont voté, et donc pour ceux qui sont allés voter. Bien sûr, et donc pour toi le plus important a été fait et la CENI mérite d'être applaudie. Le plus important a été fait parce qu'après, le problème c'est qu'on est dans un processus démocratique, vous comprenez? On a des erreurs, on a des essais-erreurs auxquels on ne peut pas s'empiter, je suis d'accord. Notre processus n'est pas le plus parfait. Mais quand vous êtes dans un processus démocratique, l'objectif, c'est que le peuple s'exprime. Et je pense que le peuple s'est exprimé, peut-être pas de la plus belle manière. Il y a énormément de choses à déplorer, mais je pense que le grand essentiel a été fait. Héritier témoin qui regardait attentivement, qui suivait attentivement. J'ai vu un peu de mimique de ralenti dans ses yeux. Elie Mondonga qui dit pour lui le plus important était fait. Il y a beaucoup de rapports. Il a quand même donné, il a mentionné ce rapport de la SENCO et même le mot du deuxième vice-président de la CENI. Pour lui, le plus important est fait. Les Congolais sont allés aux urnes. Je vais d'abord commencer par dire, au fait, le processus électoral, c'est un tout. On ne doit juste pas parler de la date du 20 décembre, mais on doit parler du processus électoral depuis le début. Du processus dans son ensemble. Dans son ensemble. Il y a eu des erreurs de part et d'autre. Il faut que la CENI puisse tirer ses responsabilités par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui se fera l'année 2024. Mais déjà, ils avaient 3 défis majeurs à relever. Le défi d'ordre sécuritaire, comme vient de le dire mon co-débattateur, le défi d'ordre de financement et le défi d'ordre logistique. La logistique n'a pas commencé avec les élections qui s'est déroulées avant hier et hier, mais plutôt avec déjà avec l'enrôlement. Aujourd'hui, au niveau de la logistique, nous avons constaté que nos cartes d'électeurs étaient défaillantes. Comment voulez-vous aller vers des élections crédibles, libres, en ayant des cartes d'électeurs ou même des défis dans la logistique? Il y a eu même certaines personnes, certains électeurs qui ne sont pas retrouvés dans le fichier électoral. Tout ça pour dire en fin de compte que les élections sont passées de manière globalement, comment dire... De manière bonne selon lui. De manière bonne globalement. Moi je pense que ça n'a pas été le cas parce que déjà le départ a été biaisé. On va nous dire il a reconnu les 28 mois de retard. On va nous dire les 28 mois de retard. L'établissement, bien sûr, il y a une chose, Monsieur Jade, c'est que en allant vers les élections, en prenant la ferme résolution d'organiser l'élection dans le délai, vous avez engagé votre responsabilité. Monsieur Kadima a engagé sa responsabilité et celle de toute son équipe. Nous devrions aller avec des élections dans de meilleures conditions. Nous n'avons pas eu de meilleures conditions pour ces élections. Nous avons eu ces problèmes-là de financement. Ils vont nous dire qu'il y a eu des problèmes de financement. Déjà, ils ont eu plus de la moitié sur un budget pour 2023 de 680 millions de dollars américains. Ils ont eu plus de la moitié, environ 390 millions au mois de juillet. Au mois de juillet, ça avait déjà été décaissé, l'avance, parce qu'au mois de juillet, ils ont eu environ 200 millions. Donc, avec ce qu'ils ont eu avant, ça faisait 380 millions de dollars américains. Mais quand vous constatez qu'il y a des problèmes, des défis d'ordre logistique, et que vous engagez votre responsabilité, vous devez revenir auprès du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a installé M. Kadima à travers des structures que nous connaissons tous. Il faut revenir auprès de ces peuples-là et imputer la responsabilité à qui de droit. Mais quand vous cautionnez cette défaillance, que ce soit de la part du gouvernement, quand vous le cautionnez et que vous allez quand même avec cette politique que j'aime pas beaucoup, la politique de tout ou rien,
C'est pourquoi on a eu des élections chaotiques du point de vue sécuritaire. Monsieur Elie tout à l'heure parlait des zones occupées, mais il n'y avait pas eu problème de sécurité dans les zones occupées. Même ici à Kinshasa, il y a eu quelques nids de tension dans certains coins. Pourquoi? Parce que le matériel ne sont pas arrivés à temps. Outre le matériel, le fait que ça n'arrive pas à temps, comment ils ont sécurisé le matériel? Le matériel était acheminé même avec de véhicules privés. Ce qui n'est pas interdit par la loi. Comment expliquer, pas interdit par la loi. Comment expliquer cela? Parle un peu plus fort qu'il entend. La logistique, j'ai entendu ce qu'il vient de dire, okay. Mais la logistique devait être assurée, garantie par la CENI. À 6 h du matin, chaque électeur devait déjà se présenter pour voter. On a eu d'autres problèmes avec le machine où les gens ne pouvaient même pas voter parce que le machine, il n'y avait pas de batterie. Ils devaient rentrer auprès, je ne sais, là où il y avait des BRTC ou dans notre bureau de vote pour récupérer des batteries. Donc ça, c'est un problème. Je pense que tu as pu avoir tous ces détails-là du fait que tu avais toi-même soit tes témoins qui te servaient des yeux sur différents centres de vote, soit toi-même de manière active sur le terrain. Non, exactement. Moi je suis allé voter. C'est un candidat qui parle. Hein. Je suis allé voter aux alentours de midi 30. C'était, je l'ai fait sciemment, je n'ai pas voulu aller à 6 h. Mais déjà à 6 h du matin, il y a des gens qui viennent me voir pour dire que non, le bureau des votes ne sont pas encore ouverts. Donc ils devaient rentrer 1 h, 2 heures plus tard pour pouvoir aller voter. Alors on va avoir l'avis, le dernier avis de Elie Mondonga. Pour lui, les élections, finalement, dans l'ensemble, se sont déroulées dans les bonnes conditions. Non, mais quand je parle de ces trois défis-là, il y a d'autres thématiques qu'il faut prendre en compte, au fait. Pour des élections apaisées, comme on dit, des élections transparentes, des élections libres, démocratiques, il y a des préalables qu'il faut respecter. On ne pouvait pas aller avec cette politique de tout ou rien jusqu'à la fin. On devait prendre un temps. Et d'ailleurs, il y a des candidats présidents de la République qui ont soulevé, lors de consultations CENI et parties prenantes, ils ont soulevé des défis qu'il y avait à résoudre avant cela. La CENI a fait de sourdes oreilles par rapport à ces problèmes-là. Et ils ont même demandé, notamment notre parti, nous avons même demandé encore... Avec Floribert Anzoulouni, nous avons demandé encore... Que l'on affuble très proche de Martin Fayoulou, quand même. Hein. Très proche, je ne dirais pas, parce que bon, on a cette fâcheuse tendance de dire on est proche. Est-ce qu'on est proche de manière personnelle ou bien on est proche idéologiquement? Je pense qu'on avait qui demande la réorganisation des élections. Exactement, je pense je pense qu'idéologiquement nous nous sommes rapprochés. Effectivement, parce qu'il y avait, on partageait les mêmes inquiétudes par rapport au processus électoral, notamment avec le fichier. Moi, je dirais le fichier est corrompu parce que quand quelqu'un qui a sa carte d'électeur, il arrive pour vérifier s'il est bien inscrit sur la liste, mais son nom n'y figure pas. Ça, c'est un problème, c'est un fait. On ne peut pas écarter des Congolais. En fait, moi je pense très humblement que le débat n'est pas celui de justifier ou d'accentuer les erreurs qu'il y a eu. Moi, je reconnais effectivement les erreurs. Je suis sorti le 20, aller moi-même voir ce qui se passait. Il y a des bureaux de vote où les machines sont arrivées en retard et compagnie. J'essaie juste de dire que c'était des complications qu'il faut mettre dans un cadre explicatif, comme j'étais en train de le dire, le retard du décaissement, le retard de l'installation, tout ça concourt en fait c'est pourquoi au résultat. Moi j'ai parlé des justifications. Justement, tout ça concourt au résultat qu'on a eu hier. Maintenant, la manie de l'homme politique congolais, c'est de prendre tout ça, de mettre ça sur la tête des Kadima. Et c'est là où ce n'est pas correct. Bon, c'est là où c'est pas correct. Que l'on ne mette pas sur la tête de Kadima, on va mettre sur la tête de qui? Non, mais il faut mettre ça sur... Exactement. C'est ça la question qu'il faut. Qui va répondre de cela? Oui, mais il faut mettre ça sur la tête de la société que nous sommes. Parce qu'il n'y a pas que M. Kadima qui serait responsable des élections qu'on a eues comme on a eu hier et avant-hier. Parce que Héritienne Témo a parlé des élections chaotiques. Hein. Si c'est chaotique, il faut y mettre le gouvernement également. Si c'est chaotique, il faut y mettre le peuple qui est souverain primaire. Qu'est-ce que le peuple devait faire? Lui, il est parti voter. On a tous vu les électeurs ont répondu présent au bureau de vote. C'est ça la grille des lectures qu'il ne faut pas avoir. Il ne faut pas infantiliser le peuple dans une démocratie. Allons-y. Il ne faut pas infantiliser le peuple dans une démocratie. Dans une démocratie, le pouvoir est au peuple, pour lui et par lui.
Ça veut dire que dans tout ce qui arrive dans une démocratie, le peuple a une part de responsabilité. Parce que, M. Jade, nous avons la responsabilité de la surveillance citoyenne. Si quelque chose ne nous plaît pas, dans un pouvoir qui est à nous, par nous et pour nous, nous avons la responsabilité de dire non, de dire oui. Il n'y a pas que les élections. Lisez la Constitution, on a une formule procédurale pour la revendication citoyenne. Mais il dit que M. Kadima, au constat de tout ça, aurait dû démissionner. Il ne faut pas faire une analyse comme si on était aux États-Unis ou en France. On connaît très bien dans quelle société nous sommes. La CENI n'est pas qu'un organe technique. C'est une institution d'appui à la démocratie. Que M. Kadima ait démissionné et qu'on prenne encore 28 mois pour installer un autre président de la CENI avec un autre bureau de la CENI, probablement. Vous voyez les élections s'organiser les 20? Et quand on n'organise pas les 20, toutes les théories politiques, ce serait quoi? On va en transition. La question de qui va être président de la transition va encore se poser. D'autres viendront avec l'argument comme quoi on a l'arrêt de la Cour constitutionnelle. D'autres vont dire cet arrêt-là ne fait pas objet de jurisprudence. Vous voyez dans quel monde contradictoire on serait plongé. Moi, sincèrement, ce n'est pas pour prendre la part de la CENI. Bien que ce que tu fais, évidemment. Exactement, parce qu'il y a même la question de légitimité qui va quand même se poser. Parce que quand... La question de la légitimité de qui? La légitimité des institutions. Parce que quand nous allons... Écoutez, la légitimité, ce n'est pas une question de légalité. Quand nous allons avec des élections où autant d'électeurs sont écartés, autant d'électeurs ce que vous dites là, vous ne savez pas le prouver. Autant d'électeurs, combien sont écartés? Parce qu'il y a la notion de la proportion qui va entrer en jeu. Ça va nous amener à des arguments tellement tantôt vous avez parlé, quand vous avez parlé de zones qui sont occupées, qu'il y a plus d'1 million d'électeurs. Bon, j'ai vu des chiffres, plus d'1 million d'électeurs sont écartés par rapport à ces zones-là. Sur 46 millions. Sur 44 millions d'électeurs. 44 millions d'enrôlés. Oui. On enlève 1 million, il en reste. On ne doit pas enlever qu'1 million. Parce que ça, on parle que par rapport aux défis sécuritaires, mais par rapport aux défis de la logistique. Toutes les personnes qui ont été écartées parce que leur carte d'électeur, disons, leur identité ne se trouvait pas sur la liste. Mais aussi... Non, mais ils ne sont pas majoritaires. Tous ces problèmes-là... Pardon, excusez-moi. La question de la majorité, ce n'est pas une question de légitimité, c'est une question de légalité. La question de la légitimité, c'est qu'il faut laisser... Il faut permettre... Quand on parle d'inclusivité du processus électoral, il faut permettre à tout le monde, même celui qui est à Boudjala, celui qui est à Kimbelangu, celui qui est partout dans la République, qui puisse pouvoir imaginer qu'il y a des gens qui ont fait 7 km pour aller s'enrôler, mais le jour des élections, ils vont refaire 7 km pour qu'on leur dise... Soyons réalistes. Que vos noms ne se retrouvent pas sur les fichiers. Je pense qu'on doit être conséquent et non réaliste. D'accord, soyons à la fois réalistes et conséquents. Ça veut dire, pardon, vous avez un processus électoral qui inclut 44 millions de gens. Vous enlevez 1 million ou quelque chose parce qu'ils ne peuvent pas voter, ils sont dans les zones d'insécurité. Vous enlevez, je peux même vous donner les crédits. Mais c'est quoi le taux de participation? J'en arrive. Qu'on arrive à la fin de sa réflexion. Je vous donne même les crédits que 5 autres millions n'ont pas pu voter. On a 39 millions qui restent. Oui, parce que les cartes, les fichiers et compagnie. Vous avez 39 millions d'électeurs qui restent. Vous n'organisez pas les élections parce que 6 millions n'ont pas pu voter et que 39 peuvent voter en tant que responsable d'un projet. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Parce qu'en ce moment-là, le problème c'est... Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ces débats-là? Parce que dans l'arrière-cerveau des politiques, il y a une forme de volonté. Vous comprenez? C'est ça la question. En fait, la réflexion à la contestation. Ils se disent que nous en sommes là par volonté. Or, moi, je suis observateur, je me dis, c'est un projet qui a connu 2 problèmes. Donc, devant un fait accompli, qu'est-ce que je fais? J'ai des choix à faire. Et la CENI fait le choix d'organiser... Moi, je trouve ça judicieux d'organiser les élections pour la majorité. La question de la légitimité se pose depuis. Monsieur Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, il est président de la République avec combien en termes de représentation? Il n'a pas fait la moyenne. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est des élections à un tour. C'est la Constitution qui l'autorise. Vous savez qu'on peut devenir président... Pardon, on peut devenir président de la République démocratique du Congo avec 10% des voix. Non, comme je disais tantôt, le processus électoral, c'est un tout. Le processus électoral, c'est un tout. Justement. Donc tout ne part pas que
de l'enrôlement, tout ne part. Mais tout part même aussi de la loi électorale. Bon, c'est la loi électorale qui écarte cette légitimité. Donc on doit aussi arrêter. Le problème, c'est pas la CENI, c'est la société que nous sommes. On doit aussi Pourquoi arrêter. Vous n'avez pas revendiqué contre cette loi électorale? On doit aussi. Pourquoi est-ce que le peuple... nous avons revendiqué. Il y a une chose que nous devons savoir. Pardon, juste une seconde. Il y a une chose juste une seconde. S'il vous plaît. Non, mais pourquoi est-ce que le peuple congolais que nous sommes... S'il vous plaît. Alors, vas-y. Pourquoi on n'a pas récusé cette loi électorale? Pourquoi? On doit arrêter de manipuler les gens, d'infantiliser les gens en disant que c'est parce que ça s'est passé comme ça, à telle période, parce qu'il y a eu une crise de légitimité d'avant que nous devons continuer dans le même système. Moi, j'ai eu une discussion avec un vieux dans mon quartier après que je suis allé voter. C'est que c'est cette question-là qui se pose parce qu'il y a ça dans notre société. Même si c'est mal, nous devons cautionner une autre bêtise ou bien une autre erreur qui doit encore survenir. Pourvu de garantir. Non, mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème de société, justement. Non, mais c'est le rôle des leaders, politiques et des leaders qui est M. Kadima de pouvoir réorienter ces choses-là. Dans cette société-là que nous décrivons tout à l'heure, vous voulez que nous ayons une CENI à la française. C'est quand même de la mauvaise foi. C'est une CENI congolaise. Là, vous me donnez elle fait les choses à la congolaise. Non, on doit avoir une CENI qui est conscient des enjeux, une CENI qui est responsable. Mais la CENI de M. Kadima, si on doit faire des comparaisons, la CENI de M. Kadima, c'est la CENI la plus médiocre qu'on a enregistrée. Je suis d'accord. Tes propos. La plus médiocre, pourquoi? Une question tirée bien sûr des propos. La plus médiocre, pourquoi? La plus médiocre, pourquoi? Connaissez-vous une CENI avec quasiment plus d'une année de retard dans le processus? En 2011, on a connu ça. En 2006, on a eu ces problèmes en 2016. Pardon, Monsieur Jade, en tant que responsable, je ne peux pas juger votre travail si je ne juge pas le contexte dans lequel vous travaillez. Effectivement. Sinon, c'est de la mauvaise foi. Alors, une question. Dans tout ce contexte, on va revenir bien sûr sur les propos. Moi, je tire mes questions évidemment de vos propos. Elie Monjonga vient de dire, il a évoqué évidemment le contexte dans lequel on a organisé ces élections, le retard, les financements, la sécurité. Et qu'est-ce que vous vouliez, vous, du côté de l'alternative citoyenne? Vous vouliez qu'on reporte les élections, qu'on change de bureau de la CENI? Qu'est-ce que vous proposiez justement? Parce que vous êtes conscient de ces conditions d'élection, mais vous êtes quand même parti. Monsieur Kadima ne devrait pas, Monsieur Kadima n'aurait pas dû agir dans une forme de dictature qu'il a fait. Il a donné un exemple. Nous avons demandé, nous avons même saisi la justice, saisi la justice pour demander à ce que, pour faire part de la réaction de Monsieur Kadima. La justice a dit que ce n'était pas fondé. Quand nous avons demandé à Monsieur Kadima d'organiser encore une autre séance de consultation avec toutes les parties prenantes, c'était pour que tous ces problèmes-là soient relevés. Au-delà d'être relevé, ça a été relevé, mais il fallait qu'il y ait des solutions. Nous avons proposé des solutions. Et les solutions, nous avons vu des solutions avec des problèmes de financement, où la RDC, avec l'ancien régime qui voulait organiser l'élection avec de fonds propres, nous avons vu qu'il y a eu un retard. Mais le retard, on est allé vers une alternance pacifique dans ces pays. Donc nous avons eu un report. Mais c'est ce qu'on a demandé. On a demandé à M. Kadima, on a demandé à toutes les parties prenantes. Fallait reporter les élections, c'est pour quand il faut qu'on résolve ces problèmes-là de légitimité. Parce que comment voulez-vous que nous puissions nous reconnaître, que le peuple congolais, la population congolaise puisse se reconnaître dans les institutions tant qu'il n'y a pas d'inclusivité? Tant qu'il n'y a pas un fichier électoral qui donne confiance au peuple. Il rassure le peuple. Vient de dire qu'il a fait que Kadima et bien sûr avec toute son équipe ont fait le nécessaire. Ils ont pris le nécessaire pour s'ils veulent résoudre le problème de ces gens d'élection. Les électeurs qui n'ont pas pu avoir le moyen sur les listes électorales sont minoritaires. Le budget de la CENI. S'ils veulent résoudre le problème de la légitimité, revenons aux élections à deux tours. Parce que c'est beaucoup plus inclusif que les élections à un seul tour. Non, mais monsieur Elie, tout à l'heure je parlais de processus électoral étant tout. Oui, mais donc le processus a été biaisé dès le départ. Je suis en train de vous comprendre, mais vous faites comment dire, le constat que vous faites est un programme politique. Il faut d'abord que vous preniez le pouvoir dans le contexte actuel, et ça sera peut-être votre apport politique, vous allez changer la constitution pour revenir. Mais là, on fait le constat de ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on reste dans le contexte présent, on reste dans les faits. Les problèmes aujourd'hui, dans le chef des politiques, c'est qu'on sait
que les gens se préparent soit à la contestation et on invente n'importe quel type d'argument. Parce que le problème de la légitimité, nous l'aurons toujours tant que nous avons les élections à un seul tour. Ça, c'est un problème. Les élections à un seul tour, il y a toujours une faible participation. Ça, c'est de 1. De 2, on aura toujours des problèmes en termes de légitimité. Quand le temps de la campagne, vous ne pouvez pas faire une campagne au Congo pour un mois. Un petit pays comme la France, c'est plus d'1 mois. Nous, c'est 1 mois. Quand est-ce que vous laissez les candidats le temps d'aller s'exprimer? Nous aurons toujours des problèmes de légitimité avec des lois électorales qui ne correspondent quasiment pas à la réalité sur terrain. On aura toujours ces problèmes-là. Mais vis-à-vis de la réalité actuelle, ça veut dire que ce serait un recul démocratique, vous en êtes conscient, que de reporter les élections parce qu'on serait revenu à ce qu'on a tous, à ce que vous avez, ou l'opposition a toujours combattu en 2018, et vous allez accepter de porter la responsabilité d'un autre glissement, et la question de qui serait le président de ce glissement-là. Ce serait posé. Le président. C'est toujours vous. Je pense bien évidemment, monsieur Elie, c'est pertinemment bien ce que dit la Constitution par rapport à cette question-là. Donc je ne vais même pas entrer dans ce débat. Vous auriez voulu que Tshisekedi reste. Ça a été traité. Ça a été traité. J'ai envie depuis la Constitution. Laissez-moi le temps de vous répondre. Laissez-moi le temps de vous répondre. Laissez-moi le temps. Monsieur Floribert Anzoulouni. Laissez-moi le temps aurait accepté que Tshisekedi. Laissez-moi le temps d'argumenter. Mais qui répond à la question. Laissez-moi le temps d'argumenter. Parce que je vais prendre, je dirais pas ensemble tout ce que vous avez dit, mais je vais essayer de tirer, disons, ma réaction par rapport à vos propos. Quand vous parlez qu'on aura toujours ces problèmes-là. Mais il faut un départ, il faut qu'on commence quelque part pour arranger les choses. Je suis d'accord. Mais tant qu'on ne commence pas quelque part, tant qu'on ne commence pas aujourd'hui, voulez-vous que nous puissions commencer le jour que nous allons prendre le pouvoir? Bien sûr. Prenez d'abord le pouvoir. Je pense que quand vous dites que toute la société elle est malade, quand vous dites que toute la société elle est malade, que c'est toute la société qui va vers ça. Mais c'est notre rôle à nous qui sommes aujourd'hui, ce soir ici à la télévision, nous, d'une certaine manière, nous sommes des leaders d'opinion, c'est à nous de faire réfléchir la société. C'est aux politiques qui sont au pouvoir, c'est à la CENI. C'est à la CENI. Non, mais c'est à la CENI par rapport aux faits. Par rapport aux faits. Je suis d'accord. Par rapport aux faits. On peut se revoir dans une autre émission où on parle d'une république des futurs. Je suis dans le fait. Je suis dans le fait. Donc parce que nous, quand nous avons contesté, on était dans le présent. Quand nous avons contesté, on était dans le présent. Quand nous avons saisi la justice, nous étions dans le présent. S'il vous plaît, allons-y. Nous étions dans le présent. Quand nous avons parlé à M. Kadima, quand nous avons soulevé tous ces problèmes-là, quand nous avons donné même nos suggestions, nos propositions, on était dans le présent. Vous avez proposé un report des élections, évidemment. Exactement, parce qu'il faut prendre le temps pour mieux faire les choses. Comment on va appeler? Nous serons dans une transition, un glissement avec quelle institution? Pardon, mais par qui? Je complète votre question. Eux, ils voulaient un report. Non, mais c'est ma question. Oui, juste, parce qu'elle est tellement bonne que... C'est votre rôle de journaliste, là, qui prend le risque de croire qu'on est deux contre lui. Non, la question est belle, je la complète en répondant un peu. Eux, ils voulaient le report. Les camps Katumbi disaient pas un jour de plus. Alors, la ligne rouge, imaginez un peu cette société où les autres veulent le report, les autres ne veulent pas le report. Alors c'est une société démocratique où tout le monde est... Mais tout le monde donne son opinion. Entre-temps, la loi nous oblige... Comment est-ce que la loi nous oblige d'aller le vent? Animé comment? Si on doit aller avec la loi. Aujourd'hui, la question de délai. La question de délai, la loi ne demande pas à la CENI de pouvoir... Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Je vais vous dire, l'article 52 de la loi électorale, qui a été modifié. Cet article prend à ce que les élections puissent se faire un jour férié, soit un jour comme dimanche. Il y a eu la journée du 20 a été un jour férié, c'était une journée chômée payée. À part ça, la CENI devait remettre, parce que quand vous voulez qu'on parle de faits, vous voulez qu'on parle de ce qui s'est passé, il devait remettre des jetons à tous les candidats, et plutôt à tous les électeurs. Est-ce que ces électeurs-là ont eu des jetons pour justifier le prolongement pour 2 jours? Non, aucunement. Aucun électeur a eu un jeton. Ça, il faut qu'on se le dise. Et cette CENI-là, elle est responsable. M. Kadima est responsable. Moi, je voudrais qu'on revienne. Et ça, c'est une violation de la loi. Parce qu'on ne peut que excéder le délai si les électeurs ont eu des jetons. La dernière personne doit avoir le jeton pour dire que, voilà, on est arrivé
Il est 18h01. On peut plus voter, revenez plus tard. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. C'est comme ça. Et la responsabilité de M. Kadima est engagée dans cette histoire-là. Attaquez-les en contentieux. Non, là, c'est la place. On est en train de dénoncer. En ce moment, on est en train de dénoncer. C'est pas la place pour attaquer. Quand nous avons vu que M. Kadima ne nous a pas répondu favorablement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons attaqué. Vous n'avez pas obtenu gain de cause. Non, mais nous avons non, mais ce sont de multiples voies de recours que nous donne droit à la Constitution, bien évidemment, M. Eli. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et nous, ce qu'on demande, même par rapport à tous les processus, il y a des choses qui doivent être faites. Ce qu'on demande aussi, c'est au-delà. D'ailleurs, vous m'avez précédé avec le mot, je n'avais pas encore parlé de la démission, mais M. Kadima, si on était sérieux, M. Kadima devait démissionner. Par quel mécanisme? Non, mais en démissionnant, en disant que voilà, moi je ne peux pas, dans le financement qu'on m'a donné, dans la logistique qui est mise à ma disposition, je ne peux pas organiser l'élection dans les délais. Vous vouliez que ça se passe comme ça. Le faille de machine. Non, le faille de comment on appelle ça, de machine d'enrôlement. Ces failles-là, c'est pas les failles du gouvernement. Non, mais c'est pas. Il réfléchit pas aux Congolais. Ça le problème. Non, mais c'est quoi réfléchir en Congolais? Réfléchir en Congolais, c'est dire que. Non, mais toquer les gars à bongo. Non, réfléchir en Congolais. Tout ça là, on gars à bongo. Réfléchir en Congolais. Bellité, mais tout les on gars à bongo. Mais non. Il faut pour avoir une bonne santé, il faut manger des produits qui sont sains. Et les produits qui sont sains, c'est des produits qui sont mieux préparés, qui ont pris le temps. Réfléchir en Congolais veut dire prendre les contextes dans lesquels on a été organisé ces élections. Vous êtes dans un contexte idéaliste. Parce que vous dites, monsieur... Non, mais la démocratie, c'est un idéal. On veut tous l'atteindre, mais on ne va pas l'atteindre avec la politique du tout. La démocratie que nous vivons, celle que nous exerçons aujourd'hui. Vous dites que M. Kadima aurait dû démissionner. Ça a pris 28 mois pour les choisir, lui. Qu'il démissionne. Ça aurait pris combien de temps pour choisir un autre? Et dans l'autre-temps, comment est-ce que les institutions seraient animées? Voilà, cet autre-là qui viendrait, quelle garantie aurait-il, lui, à avoir la logistique suffisante pour organiser? Ce serait une question éternelle. Malheureusement, on a vraiment très peu de temps. Vous allez m'excuser, chers amis. On va avoir deux dernières questions à se quitter. Je sais que vous serez suffisamment long à répondre. Je vais commencer avec Etienne Témo. Je vais vraiment avoir son avis sur cette question. Le grand défi, l'un des grands défis par rapport à l'organisation de ces élections, évidemment, c'était que la Commission électorale nationale indépendante puisse être justement indépendante et au milieu du village. Est-ce que cette CENI, tu penses, a été indépendante? Rapidement. La CENI de M. Kadima, au regard de tout ce qui s'est passé, moi je dirais que... parce que quand il y a un crime, on regarde toujours à qui profite le crime, en fait. Quand on veut chercher le coupable, on regarde à qui profite le crime. Mais le crime ne profite pas aux personnes qui sont en train de combattre, qui sont en train de combattre le système. Et c'est ce système-là que nous sommes en train de combattre. Et le système, on va nous dire aujourd'hui, le système, on ne parle pas du régime Tshisekedi. Le système est dans toutes les sphères de la société et nous sommes en train de combattre ça. Nous sommes en train de combattre cette manière de réfléchir qui rétrograde, qui fait reculer le pays vers son développement. Et donc la CENI... La CENI n'a pas garanti, en tout cas n'a pas garanti cette indépendance-là. Très bien. Et Eli Mondonga? Oui, moi j'aurais plutôt aimé, au lieu de donner juste une allégation, qu'il démontre comment est-ce que la CENI n'a pas garanti... Il est en face de toi. Hein. Oui, comment est-ce que la CENI n'a pas garanti cette indépendance-là? Parce que moi je trouve que sur base de l'indépendance et de l'équité en termes des candidats, les choses ont été quand même bien faites dans ce sens-là. Les témoins ont été dans des bureaux. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans certains bureaux, il s'est passé des choses. La CENI elle-même d'ailleurs a dénoncé qu'il y a des candidats qui étaient délinquants. Mais moi je n'ai pas d'éléments qui pourraient me pousser à dire que cette CENI a été penchant. Okay. Parce que moi j'ai vu plus d'une fois le président de la CENI a donné des interviews à la presse où il dit que le gouvernement ne lui a pas encore donné de l'argent. Donc les penchants là, c'est en faveur de l'opposition ou en faveur de... Moi j'aurais aimé qu'on donne des éléments démonstratifs. Monsieur Eli, je venais de le dire tout à l'heure, monsieur Kadima a engagé sa responsabilité en prenant le commande de la CENI. Oui. Il faut pas qu'on enlève sa responsabilité. Ne l'ôtons pas sa responsabilité. Mais quand il dit la vérité, non mais quand vous écoutez monsieur Eli, quand vous êtes dans une société,
ou bien vous êtes consultant quelque part, et que vous avez établi votre budget, et que vous constatez que vous ne pouvez pas garantir un travail bien fait, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Vous le dites. Qu'est-ce qu'on fait? Vous revendiquez, vous demandez des moyens. Si on vous donne pas, vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Non, vous ne faites pas ce que vous devez faire, si. Donc vous faites un travail bâclé. Non, vous ne faites rien, puisqu'on ne m'a pas donné de l'argent pour organiser les élections. Non, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est responsable, on ne prend plus la responsabilité, on quitte. Il s'attelle à ce que... On quitte. Mais si le gouvernement... Kadima devrait partir. C'est ce que j'ai dit. Mais si le gouvernement... Vous comprenez? En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a sa part de responsabilité, la CENI également. Attendez, une seconde. Mais c'est la CENI qui organise les élections, c'est pas le gouvernement. C'est pas comme en France où c'est le ministère de l'Intérieur. Attendez, en quoi est-ce que la démission de M. Kadima aurait résolu le problème des décaissements financiers, aurait résolu les problèmes de sécurité et aurait résolu les problèmes logistiques? Pourquoi est-ce que ça démission? Mais ne faisons pas les choses par plaisir de le faire. Non, mais quand M. Kadima va toujours devant des gens pour dire qu'on ne m'a pas donné l'argent, mais je vais quand même organiser les élections dans les délais. Quand il part avoir c'est une forme de pression. Et aujourd'hui, il a plutôt réussi, non? Quand il part avoir de prêts bancaires. Oui. Il part avoir des prêts bancaires, mais il se justifie toujours en disant qu'il a des problèmes. Mais ce n'est pas à 10 jours du scrutin que vous allez demander l'aide des autres pays. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Si Kadima aurait démissionné, quelle garantie aviez-vous pour dire que c'est lui qui viendrait après? Non, mais ça aurait pu mettre la pression à qui? Au bailleur de fonds, le principal bailleur de fonds dans ces procès électoraux. Quand il dit ça aux interviews, ça ne met pas la pression. Non, mais quelle pression ça a mis? Parce que on a des problèmes de violation de la loi, on a des problèmes de crédibilité, moi je dirais. On ne peut pas. On aurait eu le même problème. On ne peut pas aller comme ça. Est-ce que c'est pas contradictoire de dire, on va rester avec lui, est-ce que c'est pas contradictoire de dire, voilà, il est passé dans plusieurs médias, notamment la chaîne nationale, pour dire qu'il n'a pas eu des fonds pour organiser en bonne et due forme ces élections? Est-ce que c'est jouer encore au jeu prétendu, comme tu veux le dire, du pouvoir en place? Pourquoi il dénoncerait ce manque de financement? Non, mais il y a cette politique-là qu'on est habitué dans ces pays depuis plusieurs années, c'est la politique de bouc émissaire. Quand on a failli à sa mission, la chose à faire... La faute, c'est aux autres. C'est la faute aux autres. L'enfer n'est pas que les autres. Moi, je vais le dire. Parce que quand on pointe du doigt l'autre, mais il y a 3 autres doigts qui reviennent vers nous. Donc, c'est notre responsabilité aussi. On doit s'assumer. Tu piles que Kadima jouait le jeu du pouvoir? Je ne vais pas entrer dans des procès d'intention. Je vais pas entrer dans les procès d'intention parce que il faut moi je suis pas, moi je parle avec de faits. Je parle avec de faits pour dire que monsieur Kadima, on va le laisser quand même répondre calmement. Non, mais je parle avec de faits. J'ai essayé en tout cas d'être objectif et factuel par rapport à ces processus là. C'est pourquoi moi je vais pas entrer dans le jeu de l'opposition des hommes ou des individus qu'on est habitué dans ces pays. Nous, on est dans une opposition de système. On est contre le système qui s'est instauré dans ces pays depuis plusieurs décennies. Et ces systèmes-là, on doit arrêter aujourd'hui. Si on s'est dit que non, on doit d'abord entrer pour aller changer les choses, là, les choses ne vont pas marcher. On dénonce aujourd'hui. Et quand demain nous serons là, nous allons faire en sorte de changer les choses. Très bien, il nous reste plus que 10 minutes. Rapidement, on va avoir une dernière question. Est-ce qu'il faudrait nécessairement apporter des réformes ou carrément supprimer cette commission électorale? Je vais avoir rapidement les avis des uns des autres en 1 minute. Chacun, on va aller très vite. Moi, j'aimerais commencer. J'aimerais commencer parce qu'il a commencé sur la question d'avant. Et j'avais une petite réaction. Dans le sens contraire de sa position. C'est pourquoi on aimerait commencer par lui. D'accord. Bon, quand vous parlez de supprimer la CENI, on est dans un, si je dois aller en son sens, on est dans un contexte où on peut pas on peut pas se passer d'une commission électorale nationale indépendante. Comme organe d'appui à la démocratie. Je parle d'organe, je ne parle pas des animateurs. Très bien. Alors, faudrait-il apporter des réformes? Il faut apporter des réformes. Notamment. Et les réformes, ça va déjà par rapport à la loi électorale qui, en 2011, a modifié la Constitution en ramenant des élections de 2 tours à un seul tour, mais aussi intégrer cette notion-là d'inclusivité, toujours. Parce que c'est cette notion-là qui va garantir, en tout cas, tout ce qui est problème de légitimité, mais éventuellement de légalité. Très bien. Rapidement, Elie Mondonga, en 1 minute. Est-ce que faudrait-il supprimer, moi je reviens sur l'ensemble de ma question, est-ce qu'il faudrait supprimer carrément cette commission électorale indépendante ou la réformer? Vous savez, le propre du politique congolais, c'est toujours de prendre des arguments
quoique contradictoire, quand ça lui va bien. Quand il a parlé de réforme, là, il a tenu compte du contexte, mais quand on parlait de l'organisation, il tenait absolument pas compte du contexte. C'est très bien, je crois que ceux qui nous suivent le notent. Monsieur Jade, il ne faut pas être un médecin qui soigne les symptômes. Avant tout traitement, il faut avoir posé un diagnostic. C'est ça le problème que nous vivons, c'est ça le problème de notre élite. Combien de réformes va-t-on emmener finalement? Vous savez qu'à chaque élection, on a une nouvelle loi électorale. On a toujours des élections. Tu n'es pas favorable aux réformes? Je vous dis qu'à chaque élection, à chaque cycle, on a une nouvelle loi électorale. Ça ne nous dérobe pas des problèmes. On a toujours des élections encore. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut poser un diagnostic de la société dans son ensemble. C'est ça le problème. C'est ça le rôle du politique. Il a reconnu ce rôle-là. Il faut avoir posé. Bien évidemment. Il faut avoir posé. Non, mais je ne dis pas qu'il a tort. Je ne mets pas la responsabilité que sur lui. Mais le problème, c'est que quand vous ne posez pas le diagnostic de ce qui ne va pas dans la société, on ira de réforme en réforme. Parce que quand vous prenez une nouvelle réforme, les individus, en fait, ce que vous oubliez, c'est que d'autres problèmes, des nouveaux problèmes, s'accrochent à ces réformes-là parce que vous ne faites que soigner les symptômes. Quand la maladie n'est pas soignée, vous pouvez soigner les premiers symptômes, les seconds se manifestera, et ainsi de suite, et vous risquez de tuer. Le problème, c'est que nous sommes une société, dans son ensemble, malade. Nous sommes malades de notre élite, nous sommes malades de notre peuple, nous sommes malades de tout. C'est comme ça qu'on peut avoir un arsenal juridique comparable à celui de la France, mais nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes. Et ça, ce travail-là, le politique ne le fait pas. Je vais vous donner un fait très rapidement. Rapidement, on a 5 minutes. Voilà, vous ne vous rendez pas compte que chaque cycle électoral, nous passons à côté d'une guerre civile. Chaque cycle électoral. Il y a des tensions d'ordre ethnico-tribal qui nous fait vraiment passer à côté d'une guerre civile. Ça, c'est de 1. Chaque 30 ans, un peu, nous revivons la même histoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de revivre quasiment au très près ce qui s'est passé dans les années 90, qui nous a conduit jusqu'en 1997. Je parle de l'entrée de l'AFDEL. En 90, nous vivions au très près ce qui s'est passé dans les années 60, qui a conduit à 65 le coup d'État de Mobutu. C'est quoi? C'est qu'à chaque fois que nous arrivons à un moment de notre histoire politique où une génération politique doit passer, nous rentrons dans une forme de crise politique et institutionnelle qui nous conduit généralement à un retour militaire au pouvoir. En 60, c'était le cas. La génération Lumumba et Kasavubu ne s'attendait pas. Mobutu vient prendre le pouvoir. Il commence à gérer avec la génération Tshisekedi, Liao et compagnie. Cette génération-là qui arrive à la fin va perdre le pouvoir en 90. Les Martin Fayoulou et la compagnie entrent. Kabila vient, il prend le pouvoir militairement. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de la génération que j'appelle la génération de la conférence nationale souveraine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait, moi et vous savons, que quand on regarde des acteurs politiques, permettez-moi de citer les noms, qui ont commencé la lutte politique avec la conférence nationale souveraine, ils n'ont plus long feu en politique. Et c'est en ce moment-là que nous commençons à rentrer dans des crises d'ordre politique et institutionnel. Et d'ordre sécuritaire. C'est vraiment ça. C'est très belle analyse. Et on risque balayer rapidement l'histoire. Effectivement, on risque de retomber sur une autre crise sécuritaire. Pendant qu'on est en train de tourner cette émission, il y a des parties de la République démocratique du Congo qui sont prises. Et il y a des pays qui tissent des alliances avec des groupes. Aujourd'hui, j'espère que ça ne nous posera pas problème avec les CESAC. Aujourd'hui, le M23 a recommencé à tirer, à attaquer les positions de Ouazalendo. Ça, c'est une information aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des velléités sécuritaires telles que un ancien président de la CNI est devenu rebelle avec un mouvement politico-militaire. Vous comprenez? Et nous ne sommes pas très loin. J'ai pris que l'histoire me donne, que l'avenir me donne tort. Mais ce que je vais dire par là, c'est quoi? C'est que et j'ai oublié un élément, c'est qu'à chaque fois que nous avons des crises, il se coïncide un changement à l'international. En 60, c'était les débuts de la guerre froide. En 90, c'était la chute du mur de Berlin. Et aujourd'hui, c'est le monde multilatéral avec le bloc, l'OTAN, qui s'affronte avec le BRICS. Donc, on ne se rend pas compte qu'il se passe quelque chose dans l'histoire politique telle que nous sommes toujours victimes. Et dans ça, vous voulez qu'on fasse des réformes à gauche, qu'on fasse des réformes à droite, ça ne changera rien. Il a donné tout un cours pour finir
à dire que c'est pas opportun que l'on ait encore des nouvelles réformes. Il faut se guérir en tant que société. Une dernière question pour l'avenir. C'est vrai qu'on ne va pas le prévoir en prophète de malheur. Je voudrais vraiment qu'on reprenne dans une minute. On a vraiment plus de temps. Je suis en face de la montre. Je vais recommencer avec Héritier Ntemo. Allez-y. Le processus électoral est toujours en cours. On est d'accord. C'est vrai, on a passé les jours des élections. Quel avenir peux-tu prévenir, pas un prophète de malheur? Qu'est-ce que tu vois dans les jours à venir quant au dénouement justement de ce processus électoral? Je suis quelqu'un de très optimiste. Je pense que moi je dirais on ne cautionne pas ce qui s'est passé en date du 20 et le 21. On ne cautionne pas le processus électoral tel que nous l'avons décrié, mais en tant que peuple, en tant que nation, mon co-débattateur tout à l'heure, il a raison de dire que on doit se guérir de nos blessures. Mais pour se guérir de nos blessures, nous devons bien évidemment poser des diagnostics. J'aurais aimé qu'il parle du diagnostic qu'il a eu à faire, pas non seulement citer les événements qui se passent à l'international, mais qu'est-ce que nous ressentons réellement, qu'est-ce qui conduit à la guerre civile. J'aurais aimé qu'il puisse les énumérer et donner des pistes de solutions. C'est à travers ça que nous sommes des leaders, à travers ça qu'il doit avoir... Nous sommes une élite. Alors quel dénouement? J'aimerais avoir la réponse rapidement. Non, ce que nous demandons à la CENI, c'est que il faut qu'il y ait un cadre de consultation permanente avec les acteurs politiques, surtout entre la CENI et les acteurs politiques, pour que nous puissions aller vers encore des élections, parce qu'il y a des élections indirectes qui vont venir, pour aller vers des élections un peu plus crédibles, plus transparentes et plus apaisées. Au vu de tout ça, quel pourrait être le dénouement de ce processus jusqu'à la publication des résultats et après? Rapidement, Héritier Ntemo. Nous sommes à des doigts, parce que voilà, j'engage aussi la responsabilité des acteurs politiques sur cette question, que ce soit de part et d'autre, que ce soit dans l'opposition des individus ou dans le régime en place. Il y a ces problèmes-là de l'ethnicité qui se pose, que nous devons résoudre. Parce que c'est souvent ça, dans notre pays, qui cause beaucoup de problèmes. Mobutu à son époque, a essayé de réunifier les pays, mais après, nous avons vu qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence. Moi, je suis content. J'étais content quand j'ai appris à travers l'histoire qu'à l'époque de Mobutu, quelqu'un qui était en Équateur pouvait être gouverneur au Katanga, au Sud Kivu et vice-versa. L'origine du Kassai peut être gouverneur du Congo. Exactement. Et moi, cette histoire-là des origines, moi, des fois, ça me pose problème, parce que quand on dit qu'on est une nation, on est censé... tous originaires de cette nation. Voilà, moi j'aimerais avoir ta réponse quant à cette question. Quel serait selon toi le dénouement de ce processus électoral? Comment est-ce que ça va finir? Je ne vais pas... Au vu de tout ce que tu as décrit tout au long de l'émission. Au vu de tout ce que j'ai décrit, à qui va profiter le crime de la CENI? Une question répondue par une autre. Elie Mondonga, quel peut être le dénouement de ce processus électoral? Ça sera quoi à la fin? Vous avez vu qu'il n'a pas pu répondre à cette question. Moi, je vais prendre je pense que le peuple congolais m'a compris. Oui, espérons, parce que moi, j'ai pas compris grand-chose. Moi, je vais prendre les risques de répondre à cette question. En regardant la caméra, ça sera mieux. 30 secondes rapidement, s'il te plaît, on doit finir. Assez franchement et très sincèrement, le dénouement de ces processus, premièrement, c'est une crise post-électorale. Nous allons rentrer plein dedans. Parce que vous avez vu pendant la campagne que tous les deux camps, l'opposition comme le pouvoir, chacun se prépare à la contestation. On a vu M. Jean-Pierre Bemba qui a dit, on a même vu le président de la République qui a refusé de répondre à la question de savoir si ce n'était pas lui, est-ce qu'il va accepter. M. Bemba, on connaît ce qu'il a dit. On a vu M. Katumbi qui a dit, quel résultat va-t-il accepter lui? Donc on rentre dans une contestation électorale des résultats, et c'est une crise post-électoral. Pardon, j'ai fini. Un dernier élément, j'ai fini. Comme on les a toujours connus. Mais la spécialité de cette crise-là qui arrive, c'est qu'il y a des velléités militaires. C'est ça qui me fait le plus peur. Parce qu'aujourd'hui, si les élections servent de prétexte à des velléités militaires qui vont prendre forme parce que les politiques congolais ne savent pas dépasser leurs égos pour permettre la paix, je vous le jure, qu'on risque de revivre 65, on risque de revivre 97. Okay. Et c'est vers ça que je tire la responsabilité. Je demande aux acteurs politiques d'être responsables et de savoir que nous traversons un moment historique. Historique au point que
chacun doit se regarder et devenir petit face à la nation. Et mon diagnostic, justement, comme il le disait, pour que le Congo guérisse, nous devons devenir une nation. Ensuite, créer un État puissant. Parce que sans la puissance, on n'est pas appelé à exister. Merci beaucoup, Elie Mondonga. Comme on se le dit, on ne finit pas. Le débat contradictoire ne finit jamais. Et je serai très heureux de revenir. On va revenir, je pense qu'on va revenir très rapidement la semaine prochaine. C'est vrai que c'est la semaine des fêtes, chers amis. Hein, quand même, on peut servir la République. Voilà. On va reprendre rapidement avec toi, Héritier Témoin. Est-ce que tu reconnais avoir dit dans cette émission que pour toi, le défi majeur auquel la CENI était confrontée, elle ne l'a pas soulevé? Elle ne l'a pas relevé. Oui, globalement, la CENI est partie avec cette politique de tout ou rien. Donc on y va quand même, malgré tous les problèmes, tous les erreurs qui ont été soulevées, qu'on devrait quand même aller aux élections de manière chaotique. Et c'est ça qui nous dérange. Très bien. Est-ce que tu reconnais avoir dit dans cette émission que la CENI n'a pas été indépendante? Oui. Tu l'as dit. Dernière question, on n'en aura que 3 dans ce sens-là. Est-ce que tu reconnais avoir dit qu'il faut qu'on fasse de réformes et qu'il y ait plus d'inclusivité quant à l'organisation des prochaines élections? De réformes, oui, mais de réformes qui doivent être appliquées. On en a assez que nous puissions avoir un arsenal juridique parmi l'un des meilleurs au monde, mais qui n'est pas appliqué. C'est d'ailleurs l'une des choses que nous voulons changer. Il faut revoir certaines lois pour qu'ils soient efficacement ou bien efficientement appliquées au sein de notre société pour que nous ayons une société plus forte et plus juste. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Héritier Témoin. Elie Mondonga, à ton tour, est-ce que tu reconnais avoir dit que la CENI s'est déployée dans toutes ces conditions, avec tout ce contexte et a donné le meilleur d'elle-même pour que nous ayons des bonnes élections? Est-ce que tu reconnais l'avoir dit? Si, sincèrement, dans un contexte, dans le contexte dans lequel nous sommes, je trouve que la CENI s'est débrouillée très bien. Est-ce que tu reconnais avoir dit que malgré tout, la CENI n'a pas affiché une dépendance? Si, je trouve que la CENI n'était pas dépendante du tout. Et tu es contre une quelconque forme de réforme parce que selon toi, on en a fait de trop? Je suis contre des réformes parce que je considère que réformer sans avoir d'abord guéri la société, c'est soigner des symptômes au lieu de soigner la maladie. Très bien. Alors pour finir, une question, une toute dernière à vous deux, mais que vous répondrez que par oui ou par non. Est-ce que la Commission électorale nationale a relevé les défis? Oui ou non? Oui. Non. C'est pour ça même que ces débats contradictoires ne finissent jamais. Merci beaucoup à vous d'avoir été de la partie. Merci. En regardant ton co-débatteur, Elie Mondonga, qu'est-ce que tu as trouvé de positif chez lui? C'est quelqu'un de très posé. Il est très calme. Il faut regarder sa carrure. Effectivement. Calme. Il dit des choses chaudes, mais il garde un tempérament froid. Je comprends pourquoi il est candidat. Et moi, je l'inviterais à cultiver cette accalmie-là, cette façon de s'apaiser. Ça permet de ne pas être déstabilisé dans un débat. Moi, j'ai essayé de l'emmener dans une dynamique plutôt contradictoire pour qu'il il est resté calme. Très bien. Et il parle très bien. Et il a des arguments qui conviennent. Simplement, il est dans un camp qui ne le convient pas. Il doit être du bon côté de l'histoire. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Très bien. Héritier Témoin, en regardant Elie Mondonga, qu'est-ce que tu as trouvé de positif chez lui? Au-delà de la veste, j'ai vraiment admiré. Merci si vous voyez cette veste chez moi, ne vous posez pas de questions. Je vais la prendre juste après cette émission. Merci. J'étais à la fin d'ailleurs. Non, mais en l'écoutant, en co-débattant avec lui, moi je me dirais, Elie a fait preuve je dirais déjà de maturité, parce que voilà, le débat contradictoire, comme on a l'habitude de voir sur nos petits écrans, c'est que voilà, des fois ça arrive aux mains et il y a des gens qui crient dans tous les sens, et c'est pas qui est bien pour la République en tout cas. Et en l'écoutant parler, je pense que ça me donne encore un peu plus foi en l'avenir radieux de notre pays. Très bien. Cet avenir radieux que nous voulons tous, c'est comme ça que nous dresserons nos fronts longtemps courbés pour de bons prendront les plus bels élans dans la paix. C'est avec cette note tirée de notre hymne national que nous vous disons au revoir, chers téléspectateurs, vous souhaitant comme ça de très belles fêtes de Noël et de bonnes années. On se retrouve pour un autre numéro. Jade Esculapetti à la présentation, Valdi Makavanga était à la régie finale et sous le contrôle de Célestin du côté des caméras. On se retrouve très prochainement. Au revoir.